À la une de l'actualité ce soir, manifestation de fidèles musulmans à Ouagadougou. Ils exigent la réouverture des mosquées. Si les marchés sont ouverts, les mosquées aussi peuvent l'être, ont-ils déclaré ce samedi devant le siège de la FAIB, la Fédération des associations islamiques. Le dossier de ce 9h30, où en est-on avec la mesure présidentielle de libération de prisonniers dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ? Un mois après, jour pour jour, ils sont encore nombreux, des centaines à attendre leur libération. La faute à un débat juridique entre pouvoir exécutif et judiciaire. À suivre également dans ce journal, menace de déguerpissement sur les résidents des zones non loties de l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso. La mairie veut détruire les habitats spontanés. Les populations se demandent où aller en ces temps de coronavirus. Bonsoir et bienvenue à tous. Elle dure depuis plus d'un mois maintenant. La fermeture des mosquées, 40 jours sans prière collective, un ramadan sans adoration dans les mosquées, c'est intenable selon des fidèles musulmans qui ont manifesté ce samedi devant le siège de la FAIB, la Fédération des associations islamiques. Ils exigent une réouverture des lieux de culte comme c'est le cas pour les marchés. Abdourazak Traoré. 6 vendredis successifs sans prière collective dans les mosquées, ces fidèles musulmans ne peuvent plus tenir le coup. Alors ce 2 mai, ils ont pris d'assaut le siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Ils exigent la réouverture des mosquées à l'image des marchés hier. Pourquoi vous dites que je ne veux pas comprendre? Moi, je vous ai bien dit, à l'entame en fait de la chose, on a accepté en fait, on n'a pas discuté. Pourquoi on a attendu 40 jours? Si vous parlez comme ça, c'est comme si depuis l'idée en fait de fermer les mosquées, là on s'est opposé. On s'était pas opposé en fait à l'entame en fait de la fermeture des mosquées. C'est 40 jours après en fait que nous sommes en train de revendiquer la réouverture des mosquées parce que tout simplement on a fait le constat que les marchés, on a réouvert les marchés, on a réouvert les yards et les bars ont été rouverts. Il n'y a pas de raison en fait qu'on n'ouvre pas les mosquées. C'est les lieux en fait, c'est les lieux de culte là qui devaient être les premiers lui-même à être ouvert. Si certains maquis et bars continuent de recevoir la clientèle en leur sein, force est de reconnaître qu'officiellement, la mesure est toujours en vigueur. Les débits de boissons peuvent fonctionner à condition que les clients emportent leurs boissons. Mais ici, ce ne sont pas ces explications qui intéressent les manifestants. Pour eux, si les débits de boissons restent ouverts, il faut qu'il en soit ainsi pour les lieux de culte, d'autant plus que la courbe épidémiologique annonce une tendance en baisse. Grandes puissances ont tenté, par exemple la Chine, les États-Unis de l'Amérique, l'Allemagne, l'Espagne, France, et tous n'ont pas pu faire face à cette maladie. Donc il faut la prière. C'est le lieu où on peut demander pardon à Dieu pour que Dieu nous aide. Tu vois, donc nous on a constaté tout ça. On s'est dit que comme maintenant il n'y a pas beaucoup de cas, ça a diminué plus beaucoup de guérisons. Donc on s'est dit qu'avec la prière aussi, tout peut aller. Raison pour laquelle on est venu ce matin, pour demander, donner un message maintenant à la fédération. Quand on rouvre en fait sans condition les mosquées, parce que les musulmans sont fatigués de prier à la maison avec les familles. On veut prier dans les mosquées. C'est là-bas que nous devons prier les hommes. Les musulmans doivent prier, c'est les femmes qui doivent prier à la maison. Nous ne pouvons pas continuer à prier à la maison avec les femmes, tout comme si on était des femmes. Nous sommes des hommes, nous devons prier à la mosquée. Mais ce qui les irrite davantage, c'est ce qu'ils qualifient d'inaction de la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FAIB qui a suspendu les prières collectives depuis le 20 mars dernier. Ils n'ont aucun respect en fait pour nous. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont dit en fait qu'on n'était pas dans leur programme. On nous a d'abord balancé en fait des feuilles en fait pour une liste de présence, chose qu'on n'a pas comprise. Bon, on a rejeté ça en fait, on a balayé ça du revers de la main et on leur a dit de sortir parce qu'on devait en fait leur parler. On a un message en fait à passer. Ils ont insisté, ils ont dit à la fin que bon, ils avaient en fait rendez-vous et que peut-être après cet rendez-vous-là, ils allaient voir s'ils pouvaient nous recevoir. Bon, on a patienté et on a pris notre mal en patience et comme en temps on voyait que ça durait, ben, les gens n'ont pas pu se retenir, se tenir et puis ils sont allés en fait aux aguets. C'est un peu ça. Les manifestants du jour ont été on ne peut plus clairs. Si d'ici demain dimanche, un communiqué ne vient pas lever la suspension de la prière dans les mosquées, nous allons les ouvrir nous-mêmes, advienne que pourra, ont-ils menacé. De son côté, la FAIB appelle au calme et rassure que les concertations sont en cours pour la réouverture prochaine des mosquées. À l'issue d'une rencontre avec le ministère de l'administration territoriale, il ressort que la FAIB doit encore attendre un peu
peut-on lire dans un communiqué daté du 30 avril. Dans cette note, la FAIB invite d'ailleurs les responsables de mosquées à s'assurer que toutes les dispositions sanitaires sont prises pour une réouverture des lieux de culte. Des marchés ouverts, il en reste encore qui sont fermés à Bobo-Dioulasso. Beaucoup de commerçants ne peuvent toujours pas rejoindre le lieu de commerce. Alors, en attendant la réouverture, il se développe des marchés improvisés dans la ville. Jacob Zango, Soto Justin Dabiri. La création de ce marché clandestin à Kolma sur le tronçon Bobo-Bama n'est pas une manière pour ces commerçants de défier l'État, disent ses initiateurs, mais plutôt un acte de survie face aux difficultés sociales auxquelles ils sont confrontés. Gagner son pain quotidien et subvenir aux besoins de la famille devient désormais un impératif pour ces femmes malgré le risque de se faire contaminer par le coronavirus. C'est une question de maladie, nous avons tous peur de la maladie, car c'est étant en bonne santé qu'on cherche de l'argent. La maladie est là, c'est vrai, mais si nous restons à la maison, nous mourrons de faim avec nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour nous asseoir ici. Ici, les règles d'hygiène édictées par le gouvernement sont reléguées au second plan. La priorité pour ces vendeuses, c'est d'avoir de quoi se nourrir. C'est le cas de Marian Ouedraogo qui a à sa charge 4 enfants. Je gagnais mieux que ça avant. Actuellement, je suis seule avec mes enfants. Les voies sont fermées et mon mari ne peut pas nous rejoindre. Ils disent que la maladie est présente. On est conscient de cela. Mais ce que nous souhaitons est qu'ils ouvrent les marchés pour que chacun rejoigne sa place. Ce marché permet à ces femmes d'alléger leurs conditions de vie, certes, mais c'est un lourd tribut que payent les riverains de ce quartier, obligés de cohabiter désormais avec ces vendeuses. Tout derrière ma maison là, bon, ceux qui sont dans les maisons, bon, se plaignent toujours. Ils ont entassé des aubergines, hein, des piments. Bon, ils se plaignent toujours. J'ai eu à 2000 francs de s'éloigner de la fenêtre. Mais comme ce sont des femmes, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'y peux rien. Les femmes ont quitté leur ancien marché pour venir se mettre ici. Cela nous dérange. On souhaite qu'elles rejoignent leur marché. C'est ce qu'on demande. Chacun cherche son pain. Elles n'ont qu'à rejoindre leur marché d'origine. Que le maire de Bobo-Dioulasso rouvre les marchés pour que les femmes rejoignent leur marché. Les vendeurs de ce marché clandestin n'ont qu'un seul souhait, retrouver le marché IA le plus rapidement possible. Mais pour les autorités de la ville, la réouverture des marchés IA à Bobo-Dioulasso est conditionnée par le respect des mesures barrières mises en place au sein du marché central qui a rouvert ses portes le 21 avril dernier. C'était le 2 avril dernier. Le président du FASO annonçait une remise de peine pour 1207 détenus. La mesure vise à lutter contre la propagation de la Covid-19 en milieu carcéral. Mais un mois après, jour pour jour, plus de la moitié des détenus concernés par la mesure, plus de 500, sont toujours derrière les barreaux. Leurs proches sont désespérés. Magistrats exécutifs se rejettent la balle de ce blocage. Qu'est-ce qui se pose véritablement comme problème? Roméo Koïta nous en dit plus. 7e à Gandangé, à un proche qui figure sur la liste des 1207 détenus devant bénéficier d'une remise de peine dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus en milieu carcéral. Quelle ne fut pas la joie de la famille lorsque le chef de l'État l'a annoncé dans son premier discours à la nation. On était tous contents, c'est l'émotion, on a sauté de joie, on a appelé toutes les connaissances pour informer de la nouvelle et tout. Bon, tout le monde en tout cas se sentirait heureux dans ce genre de cas. C'est ça. Cette joie s'est transformée en angoisse au fil du temps. Cela fait bientôt un mois que les membres de la famille sont dans une attente interminable. Sans nouvelles et désormais dans l'incapacité de rendre visite à leurs parents, c'est le désespoir. Mais jusque-là, qu'est-ce qui empêche ces bénéficiaires de cette mesure présidentielle de sortie de prison? Certains pointent du doigt les magistrats. Ces derniers ont dénoncé l'illégalité du décret relatif à la remise de peine, car il aurait été pris sans l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à l'article 133 de la Constitution. Bien que ces avis ne lient pas le chef de l'État, la procédure au moins devrait être respectée. Et c'est ce qui, justement, a été dénoncé par l'ensemble des magistrats à travers l'intersyndicale
de la magistrature. Maintenant, par rapport justement à l'exécution, je voudrais rassurer que l'intersyndicale n'est en aucun cas impliqué dans le processus de mise en œuvre justement de ce décret. Le ministre de la Justice s'inscrit en faux contre la position des magistrats. Dans l'interview qu'il accorde à nos confrères de l'Observateur Palga du 7 avril 2020, René Bagoro estime que c'est uniquement dans le cadre d'une grâce présidentielle que les textes prévoient la saisine du CSM. Concernant la remise de peine comme c'est actuellement le cas, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas son mot à dire, selon le ministre. Mais quoi qu'il en soit, les magistrats se défendent d'être à l'origine de la lenteur constatée dans la libération des détenus. Si tel est le cas, où se situe donc le blocage? Pourquoi tous les condamnés ne recouvrent pas la liberté? Les procureurs doivent signer donc les ordres de mise en liberté. Et c'est peut-être à ce niveau qu'il y avait quelques difficultés parce qu'il fallait vérifier pour s'assurer que ceux qui figurent dans le décret répondent, en tout cas réunissent les conditions requises par la loi pour pouvoir bénéficier donc de la grâce. Et le procureur général, à ma connaissance, donc le procureur général de Ouagadougou, avait adressé donc des correspondances au procureur du Faso pour leur demander donc de faire ces différentes vérifications pour s'assurer que des personnes qui ne réunissent pas ces conditions ne puissent pas bénéficier donc justement de cette libération-là. Selon le syndicat des magistrats, des détenus auraient tout de même été libérés sans que le procureur général n'ait signé l'ordre de mise en liberté. Le SAMAB soupçonne le ministère de la Justice d'être derrière ces agissements. La ministre de l'Action humanitaire a d'ailleurs annoncé le 29 avril dernier la libération de centaines de prisonniers concernés par la mesure. Sur les 1207 détenus, nous avons 585 détenus qui ont bénéficié de paiement de leurs frais de transport pour rentrer chez eux, parce que c'est selon la vulnérabilité. Nous avons octroyé 15 000 francs de kit pour leur kit de dignité. Et nous avons doté en vivres d'une ration de 3 mois. Au niveau des parents de ceux qui sont toujours détenus, c'est l'incompréhension. Mais on entend qu'il y a des gens qui sortent, mais on ne comprend pas pourquoi tout le monde ne sort pas. Lorsque il y a un truc comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Mais bon. Cette remise de peine est perçue comme une faveur par la famille à Kandangui. Pas donc question de réclamer ou d'exiger quoi que ce soit. Elle souhaite juste une diligence dans la mise en liberté de leurs proches encore derrière les barreaux. 20 jeunes, une semaine de formation et le résultat est là, concret, des cache-nez fabriqués avec du faso d'Anfani. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, financée par le FAPFA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Maguide Bakou. Ils démontrent ici leur savoir-faire en couture artisanale. Ces jeunes au nombre de 20 viennent d'achever une formation de 7 jours en technique de confection de cache-nez à base du faso d'Anfani. L'attestation de formation désormais en poche, c'est une nouvelle vie professionnelle qui commence pour ces jeunes, motivés à apporter leur contribution dans la lutte contre la Covid-19 au Burkina Faso. D'abord, on nous a expliqué le port du cache-nez, l'utilité et ce que ça peut nous aider en portant cette masque-là. Donc on ne savait pas comment le couper, on ne savait même pas comment confectionner le cache-nez. Et même si on te demandait même de faire un cache-nez, tu te dis mais ça sert à quoi de faire ça là même? Cette formation a été possible grâce au ministère en charge de la jeunesse, avec l'appui financier du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Elle vise à disponibiliser les masques de protection au profit des populations vulnérables de la région du centre-ouest. Et vous avez vu même que pour importer les masques, il faut mettre beaucoup de temps, il faut mettre beaucoup d'argent. Et ça a une durée de tout au plus une journée. Alors que les masques fabriqués avec donc, le faso d'Anfani peuvent être relavés et peuvent être portés de manière donc, indéfinie. C'est dans ce sens que nous nous sommes dit qu'il était important que nous puissions donc former les jeunes, renforcer leurs compétences, renforcer leur capacité à fabriquer donc ces masques qui répondent aux normes. Et nous avons donc lancé cette formation-là dans la ville donc, de Koudougou, parce que, qu'ils vous souviennent, que jusqu'à aujourd'hui, Koudougou n'a pas encore été atteint par cette maladie. Durant cette formation, ce sont au total 11 000 cache-nez qui ont été confectionnés par ces apprentis. Selon Salifo Tiemtoré,
Des dispositions seront prises afin d'élargir la formation aux autres régions du Burkina Faso. À Saba, la mobilisation de la population a permis à la commune d'enregistrer 0 cas de Covid-19 jusqu'à présent. L'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme encourage la commune à persévérer dans sa dynamique. Elle apporte du matériel de protection aux acteurs de la lutte dans cette commune. Alexis Bilemnaba. Si la commune de Saba n'a toujours pas de cas confirmés et déclarés de malades de la Covid-19, c'est grâce en partie aux actions de sensibilisation et au respect des mesures barrières par les populations. Les autorités communales qui sont en première ligne de cette bataille ont reçu le soutien de l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme. Des lave-mains, des masques de protection, du savon et des solutions hydroalcooliques ont été remis au maire pour les 5 CSPS de son ressort territorial. Nous sommes fiers, nous sommes contents parce que ce dont va nous permettre de pouvoir continuer cette lutte-là, engagée depuis près de 2 mois. Nous pensons que ça vient à point nommé parce que de ce que nous avons et de ce que nous recevons, au fur et à mesure, nous faisons un dispatching et il faut que ce soit continuel. Vous savez que c'est une maladie qui se transmet par les gouttelettes, souvent dites de flux, et que le lavage des mains est une des barrières. Et ces dons vont nous permettre de nous laver fréquemment les mains. Et c'est toute chose qui va concourir à limiter la propagation de cette maladie. Après le CSPS, un autre geste est allé à l'endroit des populations vulnérables des quartiers non lotis de Gampela et de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Cette fois, vivres et cache-nez ont été distribués à l'association Wendla Mangda. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, il y a des consignes qui sont données, notamment les gestes barrières pour se protéger contre cette maladie-là. Et dans les gestes barrières, il y a le lavage des mains, qui est une nécessité qu'il faut pratiquer couramment et au quotidien. Mais il se trouve que nos populations sont des populations où il est difficile pour elles d'avoir les ressources nécessaires pour s'offrir ce kit de lavage de mains et tout ce qu'il va avec. Et aussi au niveau de l'apparition de la maladie, nous avons constaté aussi qu'il y a des difficultés au niveau de nos centres de santé, surtout au niveau de l'accueil et pour mettre en œuvre cette pratique de lavage de mains. L'IPBF se convainc d'avoir fait œuvre utile avec l'ensemble de ses dons au personnel soignant et aux populations vulnérables. Cette organisation féministe entend ainsi permettre à la jeune fille et à la jeune femme de s'épanouir et d'affirmer leur leadership. Le sang manque. SOS Sang multiplie ses actions de plaidoyer en faveur du don de sang. L'association réussit à convaincre des entreprises à s'engager dans le combat pour la disponibilité du liquide vital. Alexis Bilemnaba. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est dans cette dynamique que le personnel de la Société des hydrocarbures April Oil, en collaboration avec le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, fait ce don de sang en ce vendredi 1er mai. Une initiative qui vise à soutenir le CNTS dans sa quête de liquide vital pour les patients. C'est aussi une invite au public à contribuer à cette demande en sang pour les malades. Cette initiative a été faite dans le but d'encourager tout le monde à donner son sang parce que dans la vie de tout un chacun, on a souvent forcément besoin d'un sang, que quelqu'un fasse ce pas, que lui donne son sang afin qu'on puisse sauver des vies. C'est dans cette initiative que April Oil a fait ce pas pour soulager beaucoup et permettre à tout un chacun de passer et donner son sang. Malgré la situation sanitaire difficile due à la pandémie de la Covid-19, l'affluence était au rendez-vous et les agences actives à ravitailler le CNTS. April Oil a décidé, en collaboration avec SOS, d'organiser cette collecte. Et nous nous réjouissons parce que c'est l'une de nos stratégies, à savoir que nous essayons de rapprocher le don de sang le plus possible de la population. Mais il faut dire que les moyens nous manquent. Vous voyez que quand SOS a approché April Oil, ils ont décidé tout de suite de l'accompagner pour que nous puissions en tout cas faire cette collecte décentralisée là. Depuis le déclenchement de la pandémie, le CNTS a perdu 70% de ses donneurs. 200 poches de sang sont attendues à l'issue de cette collecte. Une convention a été signée entre le CNTS et cette société des hydrocarbures April Oil. En marge de ce don de sang,
Le service SOS a offert du matériel de protection au Centre national de transfusion sanguine. La nouvelle inquiète, elle fait même pleurer des mères de famille. Le maire de l'arrondissement 7 de la ville de Bobo-Dioulasso annonce le déguerpissement des populations des zones non loties du secteur 29. Elles sont sommées de quitter les lieux avant la semaine prochaine. Des résidents qui se demandent où aller, surtout en ces temps de coronavirus, où il est conseillé à la population de rester chez elle. Soto Justin Dabiré, Fatimata Koulibaly. Ces habitants du secteur 29 de Bobo-Dioulasso doivent quitter leur habitation actuelle dans moins d'une semaine car elles seront bientôt détruites par la mairie de l'arrondissement 7. C'est l'information qui leur a été donnée le mercredi 29 avril 2020, disent-ils, par le maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. On est rentré, ça n'a pas été une réunion en tant que telle, puisque ça n'a duré que 3 minutes. Et il n'y a pas eu de questions-réponses. Il a simplement dit... Je vais venir, faites vos bagages dans 6 jours, je vais venir casser le coin là. Je ne veux plus voir quelqu'un là-bas, c'est ce qu'il a dit. On a essayé de le joindre, on n'a pas, il a refusé tout contact. Mais que s'est-il passé pour que la mairie de l'arrondissement 7 décide de détruire ses habitations? Le maire Herman Siriman parle d'habitat spontané qui ne respecte aucune norme. Pour lui, malgré les actions de sensibilisation et de répression, le phénomène persiste. Des individus profitent de cette situation et ils vont ériger des maisons spontanées comme ça et ils trouvent que c'est normal qu'après on puisse les recenser et les donner forcément un terrain. Et ces personnes-là, je les ai rencontrées, ils sont 63, autour d'1 hectare. Et ils savent très bien, dès lors qu'ils ont commencé le projet, nos répondants au niveau de la zone non lotie ont été très clairs. Le maire a interdit, vous n'avez pas le droit d'avancer. Abdul Karim Ouetraogo, lui, voit les choses autrement. C'est par la force des choses, dit-il, qu'ils se sont retrouvés à ériger ces logements spontanés. Rokia Ouattara, une mère célibataire de 2 enfants. La mauvaise nouvelle du maire Siriman hante son esprit. J'ai moi-même payé la parcelle puisque Dieu ne m'a pas facilité le mariage. J'ai pu payer cette parcelle et construire cette maison avec les économies que j'ai pu faire, car je ne peux pas payer une location. Je suis ici avec mes 2 enfants. Je me débrouille pour les nourrir. Ils nous donnent 6 jours pour libérer le lieu. Je n'ai nulle part où aller et je n'ai que 4 000 francs comme argent sur moi. Quelle maison peut-on louer avec 4 000 francs et y vivre avec les enfants? Nous supplions le maire. Les larmes de ces femmes, visiblement, ne changeront rien, puisque le maire Siriman reste ferme sur sa volonté de détruire ses habitats. Nous avons une politique de la gestion foncière dans notre arrondissement et cette situation qui vient de naître, malgré nos plus multiples interpellations, nous ne pouvons pas fermer les yeux. C'est clair et net que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l'anarchie. Ce n'est pas possible. Même dans un village, aujourd'hui, on ne construit pas comme on veut. Nous allons détruire purement et simplement ces habitations. Nous aussi, on n'a pas envie de quitter ici parce que sincèrement, nous, on n'a pas où aller. Moi, personnellement, je ne sais pas où aller. Parce que je veux lui montrer pas que j'ai la force, mais pour lui montrer que je n'ai nulle part où aller. Selon les habitants de cette zone dite spontanée, c'est depuis 2016 qu'ils se sont installés sur ce site. Ils auraient acquis leur terrain, disent-ils, auprès d'un propriétaire terrien. Et depuis leur installation, aucune autorité municipale ne leur a dit qu'ils ne devaient pas y construire. Faux, rétorque le maire Siriman, qui affirme que ces habitations dites spontanées ont été installées récemment par les populations. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne au cœur de nos défis. Rendez-vous demain pour le 7 Info à 19h30. Bonsoir.